bataille. Mais non. Hé, les filles, vous savez que dans un mois, le pont de Bordeaux ouvre à la circulation? Le pont Chabandelmas, il a l'air super beau. Il n'est pas seulement très beau, il est aussi très technique, performant et construit pour durer. Ben, on va aller voir ça de plus près. Allez go, on va traverser la Garonne. Nous voici sur le pont Bacalan-Bastide, qui relie le quartier Bacalan sur la rive gauche et le quartier Bastide sur la rive droite. Il est le 7e pont du Grand Bordeaux. Il mesure 4,3 mètres de long et 77 mètres de haut grâce à ses 4 pylônes qui permettront au tablier central de s'élever de 53 mètres de hauteur avec des gros bateaux. Pour protéger les pouces des bateaux, les ingénieurs ont pensé à ces bétons qui servent de protection. Dis-toi Justine que ces morceaux de béton ne servent pas uniquement de bouclier pour bateau. Ils servent aussi à protéger les piles du pont de l'affoulement. Et là, tu vas me demander... Qu'est-ce que c'est que l'affoulement? Alors l'affoulement, c'est quoi? C'est un phénomène qui survient lorsque l'on modifie le lit d'un cours d'eau et donc l'écoulement de son courant. L'eau creuse le sol autour de l'obstacle et cela accélère son débit. Tiens, je fais une maquette pour que tu comprennes mieux. J'ai matérialisé la pile du pont dans un cours d'eau. Le sol est du sable. Je fais couler de l'eau et elle s'écoule de l'autre côté en contournant la pile. On voit bien, petit à petit, que le sable se creuse, qu'il est emporté par le courant. Regarde. On le retrouve dans le fond de la maquette. Les piles du pont de pierre ont failli être détruites? Bah oui. D'ailleurs, je crois que Sarah a trouvé quelqu'un pour répondre à nos questions. En effet, je me trouve avec Madame Penet, qui est le chef de l'unité du génie civil de la CUI. Madame Penet est en charge de la surveillance du pont de pierre. En effet, c'est le plus vieux pont de Bordeaux, construit en 1822 sur les ordres de Napoléon Bonaparte. Il nécessite à présent une attention toute particulière. En effet, cela fait bientôt 200 ans que le pont se tasse. Ce tassement n'est pas lié à la circulation, mais à ses fondations profondes qui ne reposent pas sur le bon sol. Il faut savoir que les fondations profondes sont réalisées généralement sous forme de pieux enfoncés dans le sol. Elles traversent un sol de mauvaise qualité pour s'appuyer sur un sol plus dense et plus consistant. Or, ici, les moyens de l'époque ne permettaient pas d'enfoncer les pieux à plus de 15 ou 20 mètres. C'est pourquoi Claude Deschamps, le concepteur du pont, a allégé la structure du pont en créant du vide. L'intérieur du pont de pierre est creux. Mais d'après vous, cette mesure n'a pas suffi à garantir la stabilité du pont? Oui, car malgré cela, le pont pèse tout de même 5712 tonnes. En plus, le tablier repose sur 16 piles de verre et de briques, chacune d'entre elles s'appuyant sur 250 pieux en bois de sapin, enfoncés à 12 mètres de profondeur. Or, à 12 mètres, il n'y a aujourd'hui que de la base. Donc, construire un pont à Bordeaux au début du 19e siècle n'était pas sans difficulté. C'est ça, la Garonne est large de plus de 500 mètres et elle coule sur un lit profond de sable et de base, sans consistance. Vous imaginez bien le défi technique à l'époque. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les appuis se tassent. Avez-vous des solutions pour pallier à ce problème? Le pont est surveillé à l'aide de capteurs et d'autres instruments techniques spécialisés qui surveillent aussi sa structure, ses inclinaisons, son étanchéité. Ils sont placés le long du pont. J'ai entendu dire que vous aviez fait des travaux sur le pont. C'est vrai, des micropieux dont la longueur peut atteindre une vingtaine de mètres ont été disposés en groupe pour consolider les piles sapées par le courant et l'affoulement. C'est pas normal quand même. C'est un joint de dilatation, Camille. Tu nous expliques, Justine? Ah. Les matériaux sont sensibles aux variations de température. Donc, les ponts se dilatent avec la chaleur et se rétractent avec le froid. Il faut aussi prendre en compte ces mouvements pour éviter de déformer l'ouvrage. Un joint de dilatation permet d'atténuer le changement de taille et de forme d'un matériau suite au changement de température.
et aux conditions climatiques. Si tu veux, c'est comme une fissure, fait exprès, pour permettre au matériau de se dilater sans déformer l'ouvrage. Ah oui, comme ça c'est possible de prévoir les mouvements d'un matériau. Oui, on applique la formule suivante. La modification de la longueur est égale à la longueur dilatable, facteur de lambda, le coefficient de dilatation, et facteur de delta T, la différence de température en degrés Celsius. Mais pour la tour Eiffel qui est en acier, ça donne quoi quand il fait 0? Et sachant qu'à 15 degrés, la tour Eiffel mesure 300 mètres. On sait que la tour Eiffel est entièrement faite d'acier et que son coefficient de dilatation est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 5. On applique donc la formule. Donc la tour Eiffel se raccourcit de 5,4 cm lorsqu'il fait 0. Ah ouais, comme quoi les matériaux cachent bien leur jeu en fait. Et j'ai entendu dire que certains ponts s'étaient écroulés parce qu'on n'avait pas choisi les bons. C'est possible? Oh, encore toi? Ah oui, c'est possible. Il faut savoir que tous les matériaux ne résistent pas de la même façon aux contraintes. Les concepteurs n'avaient pas dû prendre en compte la limite élastique de différents matériaux. Mais c'est quoi la limite élastique déjà? C'est la limite de la résistance à partir de laquelle un matériau se déforme de manière irréversible. On peut la calculer dans différents cas possibles, sous différentes formes possibles, telles que la traction, la compression, la flexion ou encore la torsion. Tiens, regarde, si je trace le contour du ballon, et que maintenant je le gonfle fort, maintenant je le dégonfle, et que maintenant je le pose sur le trait déjà fait, on voit bien qu'il s'est agrandi. Il a atteint sa limite d'élasticité. Ah oui, là tout de suite on comprend mieux, effectivement. Du coup, si j'ai bien compris, maintenant, les ingénieurs du génie civil étudient la résistance des matériaux pour choisir les plus adaptés. Oui, c'est ça. Oh! Est-ce que vous savez si les câbles du pont Chaban-Delmas sont bien protégés? Bah oui, ils sont bien à l'abri dans les pylônes de verre. Pourquoi tu demandes ça? Non, je demande ça parce qu'en fait, sur le pont d'Aquitaine, ils n'étaient pas galvanisés et ça a posé quelques soucis. Le pont d'Aquitaine est un pont suspendu situé sur la rocade de Bordeaux. Le pont fut terminé en 1967. Il a une portée de 394 mètres pour une longueur de 1767 mètres. À l'époque de la construction, les fils n'ont pas été galvanisés. Ils ont fait l'objet d'une protection par des produits traditionnels qui n'avaient pas la durée de vie attendue. En 1993, on a pu constater, lors d'une inspection détaillée, 170 ruptures de fil. Les ruptures de fil ont continué jusqu'en 1998. Il est apparu très vite que l'état de corrosion constaté n'était qu'une étape d'un processus, et que si rien n'était fait, ce processus conduisait inéluctablement à la ruine de l'ouvrage. En 2002, des travaux furent engagés. La suspension existante fut remplacée par une suspension excentrée de 2 mètres à l'extérieur du tablier. Une attention particulière a été portée cette fois-ci à la protection des câbles porteurs. Une galvanisation à chaud des fils élémentaires est appliquée. Les câbles porteurs sont protégés par une gaine thermorétractable destinée à permettre la circulation de l'air. Un système de climatisation qui insuffle de l'air sec en tête du pylône est installé. Mais comment ça se fait que les câbles en acier soient aussi sensibles à la pluie et à l'humidité? Je vais t'expliquer. L'acier est sensible aux ions fluor. Or, ces derniers sont présents dans la pluie et dans l'air. J'ai fait il y a quelques jours une petite expérience. J'ai mis une pièce d'acier dans un bain d'acide chlorhydrique qui représentait la pluie. Donc c'était cette pièce qui était dans le bain d'acide. Elle était brillante à la base, mais elle est devenue mate. Et dans la solution, des particules grises sont en suspension. On a aussi pu observer un changement de couleur, ce qui montre qu'il y a bien eu une réaction chimique. Maintenant, je vais te montrer une pièce qui a subi le même traitement avant d'être plongée dans l'eau distillée.
Comme tu vois, on peut observer au fond un dépôt de roues. Nous avons ici simulé 10 ans de pluie, ce qui prouve qu'à terme, si on ne protège pas les câbles, ça mène à la rupture. Il y a au moins un truc qui ne risque pas de faire effondrer ce pont. Ah ouais, mais c'est quoi? Le risque sismique. Mais c'est quoi encore le risque sismique? Et ça se dit première S. Le risque sismique est le risque lié au séisme. Un séisme correspond à la rupture de roches qui sont soumises à des tensions, comme nous le montre ce schéma. L'énergie brutalement libérée est transportée sur de très grandes distances par des ondes de différentes natures, dans toutes directions depuis le foyer. Lors d'un séisme, les mouvements du sol provoquent un déplacement des appuis du pont, ce qui entraîne le mouvement du tablier. Le pont subit alors une force d'inertie. Tiens, regarde. Si je place deux feuilles, l'une sur l'autre, la plus petite symbolisant le pont et la grande le sol. Si je tire brutalement d'un côté de la grande, la petite part de l'autre. C'est pareil avec un pont, qui subit un séisme sans avoir été conçu pour. Or cela ne peut pas se produire en Aquitaine puisque nous sommes dans une zone de sismicité faible. Mais si le pont Chabandelmas avait été construit dans les Pyrénées, qui est une zone de sismicité plus forte, les ingénieurs auraient dû adapter les fondations. Et comment on adapte les fondations pour qu'elles résistent au séisme? Eh bien, on peut utiliser des amortisseurs, comme ceux des voitures, tu vois, mais en plus gros. Ou bien isoler sismiquement le pont et même construire des fondations plus élastiques qui permettraient de faire revenir le pont en forme après un mouvement. Ah ouais, pas bête. Tiens, tenez, j'ai un truc à vous montrer. Wow, mais c'est vraiment impressionnant. Comment c'est possible? Normalement, un pont, c'est solide, là, on dirait du chewing-gum. Je crois que ça s'appelle la résonance. C'est un phénomène qui a lieu lorsque la fréquence de l'élément qui produit une onde est approximativement égale à celle de la fréquence naturelle du pont. Comme vous voyez, la structure est en mouvement jusqu'au point de rupture où le pont s'effondre. Allez, on arrête là. Venez, on va faire dans le labo une expérience. Le dispositif est muni d'un moteur électrique. Il est relié à une bielle excentrique qui impose ainsi sa fréquence au fil, et qui se tend et se détend. La fréquence de la bielle est maintenant égale à la fréquence du ressort. On observe que l'amplitude du ressort est considérablement augmentée. C'est le même phénomène qui se produit lorsqu'un pont entre en résonance. La fréquence du vent est environ égale à la fréquence du pont. Non, bref, comme ça, sur l'expérience, on se rend pas bien compte, mais sur un pont, ça peut être dangereux quand même. D'ailleurs, je crois que c'est encore arrivé il y a pas trop longtemps. Oui, il me semble que c'était en Russie, non? En tout cas, ça reste impressionnant, quoi. Je pense qu'on peut limiter les risques en veillant à ne pas offrir des surfaces exposées au vent fort. Depuis que le pont d'Angers s'est effondré à cause de soldats qui marchaient au pas cadencé, eh bien, ils n'ont plus le droit de marcher comme ça. C'est pareil pour les chevaux qui n'ont pas le droit de passer au trot sur les ponts. Bloc de protection! Attends! Câble protégé! Ok! Joint de dilatation!